Voilà, donc dans cette dernière vidéo événementielle, on va donc étudier les derniers mois du règne d'Alexandre et ainsi que sa mort à Babylone. Donc dans ce point-là, on va étudier donc les ultimes desseins, les derniers projets d'Alexandre. Donc on s'était arrêté à la sédition d'Opis, qui suit donc les noces de Suse. Et là, toujours en chemin vers Babylone, donc à Ecbatane, à l'hiver 324, c'est là que meurt son favori Héphaïstion, de mort naturelle, sans doute une fièvre typhoïde. Et là, la douleur d'Alexandre est incommensurable. Les auteurs de l'Antiquité l'assimilent à celle d'Achille pleurant sur le corps de Patrocle. Donc Alexandre va pleurer littéralement pendant 3 jours auprès du corps de son défunt favori. On reviendra dans une autre vidéo sur la nature de leur relation. Et donc Héphaïstion, qui était donc son ami d'enfance, son favori, et qui occupait le poste de Kiliarque, c'est-à-dire l'équivalent de grand vizir, son homme de confiance, son double, son alter ego. Donc Alexandre va lui rendre des honneurs quasi royaux. Il va même faire consulter l'oracle d'Amon, donc à l'oasis de Siwa, et il va lui dédier un culte héroïque. Voilà. Et il va d'ailleurs, disons que des généraux vont même financer les funérailles grandioses d'Alexandre pour évidemment se ménager leur bonne grâce. Je vous le dis d'emblée, mais voilà, Alexandre va remplacer à la tête de la Kiliarchie le défunt Héphaïstion par Perdiccas. Alors les tâches royales reprennent vite le dessus et il va mener ce qu'on peut considérer comme sa dernière campagne militaire contre un peuple de montagnards de Médie que les Perses n'avaient jamais réussi à vraiment soumettre. C'est les Cosséens. Alors ça vire au massacre de population, ce qui fait d'ailleurs dire à Plutarque qu'en fait cette expédition sert de sacrifice, on pourrait dire, pour les funérailles d'Héphaïstion ou de compensation post-traumatique. Voilà, donc les Cosséens sont passés au fil de l'épée. Donc Alexandre, arrive enfin à Babylone au printemps 323. Et donc il reçoit d'ailleurs à ce moment-là des ambassades venues de Grèce. Et c'est là où il entend les protestations, notamment des Athéniens, contre les décrets qui ordonnaient le rappel des bannis et les honneurs divins pour le roi dont on a parlé précédemment. Donc il multiplie les rencontres avec des délégations diplomatiques. Il va recevoir des Cyrénéens. Donc la Cyrène, on est en Libye actuelle, des Carthaginois, des Étrusques et même des Celtes. Ça, c'est prouvé. Voilà, donc ce qui démontre évidemment l'immense prestige du conquérant. Alors là, il va se tourner, en fait, ça c'est avéré, ensuite, il va le vouloir se tourner vers la péninsule arabique. Alors, déjà, le voyage de Néarque a montré que les communications maritimes avec la partie orientale de l'Empire sont plus faciles que les communications terrestres. Et donc, il va ordonner l'exploration des différentes mers limitrophes. Donc, il va demander à un dénommé Héraclide d'explorer la mer Caspienne, que les Grecs appellent la mer Hyrcanienne, et ordonner aussi 3 expéditions afin de reconnaître les côtes de l'Arabie. On s'épargnera le nom des marins, mais enfin voilà, ils explorent, on va dire, l'actuelle île de Bahreïn. D'autres aussi atteignent le golfe de Suez, pardon. Voilà, donc dans le même temps, c'est l'intégration définitive des 20 000 jeunes Perses qui avaient été recrutés précédemment, donc le temps de les éduquer, les former, donc les épigones.
Ce qui fait d'ailleurs passer le rapport de force au sein de l'armée à 12 Perses pour 4 Macédoniens. Hein, et on se rappelle que 10 000 vétérans gréco-macédoniens étaient alors de retour en Macédoine sous le commandement de Cratère et de Polyperchon. Alors pour revenir sur les derniers dessins, voilà, tous les historiens ne s'accordent pas sur les derniers projets d'Alexandre parce que les sources sont pas forcément explicites ou alors elles sont douteuses. Donc voilà, en tout cas pour la péninsule arabique, ça c'est un fait, mais certains estiment, mais bon c'est vraiment à mettre, quand je dis certains, les auteurs antiques, hein, estiment qu'il caressait le projet de conquérir le bassin occidental de la mer Méditerranée, en clair, aux dépens de Carthage. Hein, c'est ce qu'aurait dit d'ailleurs Perdiccas peu après la mort du roi. Après, voilà, entre une conquête et une expédition commerciale, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il envisage donc une expédition en Arabie afin donc de sécuriser la route entre la Babylonie, l'Égypte et l'Inde. Alors, à savoir si c'était deux projets distincts, la conquête de la Méditerranée orientale et le contrôle des côtes de l'Arabie, ou alors c'était un seul et même projet, à savoir relier donc Alexandrie du Tigre, donc en Mésopotamie, hein, à Alexandrie d'Égypte, hein, ce qui permettrait évidemment ensuite d'ouvrir vers Carthage et la Sicile. Donc là, on est plutôt dans les conjonctures. Enfin, on est sûr qu'il avait pour projet une campagne sur les côtes de l'Arabie. Donc là, on va attaquer évidemment les derniers jours et la mort d'Alexandre. Donc on est en mai-juin 323. Donc il va consacrer son temps, donc au printemps 323, à parcourir les canaux de l'Euphrate, en faisant donc exécuter différents travaux visant à réguler les inondations fréquentes. Et c'est vraiment à la veille, hein, en fait, du départ pour l'expédition d'Arabie, le 11 juin 323, qu'il meurt à Babylone, donc pris de forte fièvre. On reviendra bien sûr sur les différentes théories liées à sa mort. Donc il y a une tablette astronomique babylonienne, hein, qui a été retrouvée relativement récemment, qui date précisément sa mort dans la nuit du 10 au 11 juin. À savoir qu'il y avait d'autres dates aussi qui étaient proposées parmi les historiens antiques, mais enfin voilà, c'est prouvé par une tablette euh, astronomique. Alors pour revenir au dernier banquet, hein, voilà, donc c'est Plutarque et Arrien qui voilà utilise les éphémérides royales tenues par le chancelier Mène de Cardia. Déjà, donc, qui détaille qu'avant de ce banquet, donc Alexandre aurait été troublé par des signes funestes. Bon, c'est anecdotique, hein, mais enfin voilà, en naviguant sur l'Euphrate, il y a un coup de vent qui emporte son diadème royal, qui tombe à l'eau. Ensuite, à Babylone, un inconnu, une espèce de doudingue, s'assoit sur le trône d'Alexandre, donc il sera exécuté. Ah, voilà, des mauvais présages. Alors, ce qui va évidemment, enfin, c'est ces derniers jours, hein, voilà, c'est le grand banquet, donc ce qu'on appelle des komos, des banquets dionysiaques, des beuveries, hein, dont le roi est coutumier, donc qui sont donc des banquets qui sont organisés notamment chez Néarque, hein, donc le marin, et ensuite chez un compagnon d'origine thessalienne qui s'appelle Médios de Larissa, et qui le 30 mai reçoit 22 convives parmi les plus proches compagnons du roi et Alexandre bien sûr lui-même. Et donc durant le banquet, après avoir bu d'une seule traite une coupe d'Héraclès, hein, il faut imaginer une immense corne, pas les litres, mais enfin voilà, des litres de vin bu d'un coup, alors de vin pur, hein, voilà, il faut imaginer que c'est voilà du vin pur. Il est voilà pris d'un malaise, d'un accès de fièvre et marqué par une très très forte soif et il se met immédiatement à délirer. Donc le lendemain, il est victime de fortes fièvres donc qui vont perdurer pendant plusieurs jours. Il va même un temps perdre l'usage de la parole
et il s'adressera à ses officiers que par des signes de la main, et une terrible fièvre l'emporte donc dans la nuit donc du 10 au 11 juin, et donc il meurt à l'âge de 32 ans, hein, avant sa 33e année. Donc avant de revenir sur les causes possibles de sa mort, euh, qui méritent des développements, on va dire, presque médico-légaux, c'est que en fait, le seul héritier légitime d'Alexandre est alors son demi-frère, qui s'appelle Aridée, qui est jugé déficient mental, donc on pense qu'il est épileptique, euh, et il sera désigné roi, en fait, on verra, sous le nom de Philippe III. Parce qu'en fait, Roxane, donc sa première épouse, est enceinte de 6 mois du futur Alexandre IV. Donc va se poser immédiatement le problème de la succession, hein, parce qu'il a un demi-frère déficient mental et un fils posthume. En tout cas, il y a plusieurs traditions par rapport à la transmission du pouvoir, parce que sous le nom Diodore et voilà, agonisant, Alexandre aurait répondu à Perdiccas, donc son vizir, son chiliarque, à qui entends-tu léguer l'empire, et il aurait fait cette réponse, sans doute apocryphe, hein, au plus fort. Manière de dire, débrouillez-vous pour ma succession. En tout cas, bon, a posteriori, on comprend qu'il prévoit les déchirements qui vont opposer ses principaux généraux, donc les diadoques. Alors, autre tradition aussi, issue des auteurs de la Vulgate, donc la tradition, on va dire, moins fiable des histoires d'Alexandre, c'est que toujours Perdiccas donc aurait reçu des mains d'Alexandre l'anneau portant le sceau royal. Mais c'est peut-être ce signe, enfin un signe qui voudrait dire, bon voilà, je te désigne régent le temps que mon fils soit en âge de régner. On reviendra très très brièvement sur le problème des successions, mais bon après de la succession, mais bon c'est pas le sujet. Donc pour les causes possibles de la mort, parce que il y a beaucoup de théories qui circulent, plus ou moins fantaisistes. Mais en tout cas, si on reprend voilà le récit des historiens contemporains, donc à travers les journaux, donc des éphémérides, et si on reprend voilà, la théorie, on va dire, la plus commune, il serait mort d'une crise aiguë de paludisme, hein, ou malaria tropica, et qu'il aurait contracté cette fièvre, hein, piqûre de moustique, hein, en explorant les marécages bordant l'Euphrate. Quelques signes hein, en témoignent, une soif persistante, pardon, et une forme de torpeur. Sachant que bon, voilà, le paludisme fait déjà des ravages dans tout le bassin méditerranéen. Alors ces symptômes d'ailleurs ont été déjà décrits hein, par Hippocrate, hein, le grand médecin. Alors d'ailleurs, il faut savoir qu'Émile Littré, donc qui est l'auteur d'un dictionnaire de la médecine, hein, a même écrit un ouvrage qui s'appelle La vérité sur la mort d'Alexandre, qui émet cette hypothèse donc du paludisme. Alors il y a une autre hypothèse qui met en cause la fièvre typhoïde, dont les symptômes ressemblent au paludisme. Et la fièvre typhoïde était courante à l'époque dans les marais de Babylonie. Alors il y a d'autres théories sur lesquelles j'ai passé relativement rapidement. Des théories récentes hein, de docteurs en médecine, voilà, qui cherchent parfois peut-être un petit peu à faire le buzz en jouant les médecins légistes 2300 ans après. Voilà, alors il serait peut-être mort de la fièvre du Nil. Ensuite, d'autres parlent aussi d'un ulcère gastrique ou d'une pancréatite aiguë. Il y en a aussi, là c'est une thèse la plus récente de 2018, une professeure de médecine néo-zélandaise qui parle d'une maladie neurologique qui s'appelle le syndrome de Guillain-Barré. Voilà, donc je vous épargne les détails, mais bon, en tout cas, il est quasiment certain qu'il était emporté par une fièvre paludique. Alors, il y a quand même une rumeur à l'époque, dès l'Antiquité, enfin quelques années après, après 317, qui va diffuser donc par Olympias, la reine-mère, qui accuse d'empoisonnement en fait les fils d'Antipater, Cassandre et Iolas. Parce que si on avait bien suivi, Alexandre avait ordonné à Antipater d'amener des renforts dirigés par son fils Cassandre, sachant que le
plus jeune des fils, Iolas, était désigné échanson du roi. Donc l'échanson, c'est celui qui s'occupe du vin. Donc il fait figure de suspect idéal. Alors cette rumeur, elle sera relayée, on suppose par Clitarque d'Alexandrie, l'historien. Alors elle est évoquée par nombre d'historiens antiques, mais eux-mêmes ne la cautionnent pas. Donc en clair, hein, selon cette rumeur, Antipater aurait souhaité la mort d'Alexandre car il entend conserver la régence de Macédoine qui devait échoir donc à Cratère. Et il aurait confié donc le poison à Cassandre. Donc bon, cette rumeur tardive, on dira, est propagée au moment donc, où Olympias cherche à discréditer les fils d'Antipater, hein, dans le contexte des guerres des Diadoques. D'ailleurs, elle va même faire profaner la tombe de Iolas, hein, qui va mourir entre-temps, je sais pas comment d'ailleurs. Voilà, mais enfin en tout cas, il n'y a pas de preuve d'empoisonnement et on n'aura jamais, je pense, le fin mot de l'histoire par rapport à la mort d'Alexandre. Donc voilà pour ce déroulé chronologique. Pour la suite, on va plutôt s'intéresser à sa personnalité, sa vie privée, et ensuite étudier son œuvre sous forme de bilan. Voilà.